Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot. Salut Xavier, comment ça va? Ça va et toi? Super. Xavier, je t'ai contacté, on est dans une communauté de joueurs en commun. C'est comme ça que je t'ai contacté pour que tu viennes témoigner de ton parcours ce soir. Je te laisse te présenter puis nous raconter un petit peu ton parcours. Ça marche. Du coup, je m'appelle Xavier, j'ai 32 ans, bientôt 33. Quelle tristesse. Et je suis support informatique le jour et rédacteur jeux vidéo la nuit, un peu comme Batman, mais en moins stylé. Et j'ai un parcours compliqué, mais pas si éloigné de, je pense, beaucoup de gens. J'ai dû arrêter mes études de toute façon assez tôt parce que c'est la crise et il faut ramener de l'argent à la maison et vivre. Quand tu dis assez tôt, c'est après le bac ou c'est avant? En fait, j'ai eu un bac STI électronique en 2010. À partir de là, je ne savais plus quoi faire globalement déjà en études post-bac parce que tout était payant de ce que je voulais faire, tout était des écoles privées. Quand tu dis tout était payant de ce que tu voulais faire, tu peux nous dire un peu c'était quoi que tu visais puis qui était du coup inaccessible à cause du prix? Ouais, alors j'envisageais de faire l'ESMA parce que il se trouve que quand j'étais gamin, j'ai vu Toy Story 2 au cinéma et je suis sorti du cinéma et je dis maman, je veux faire ça plus tard. Et pour ceux qui connaissent pas, l'ESMA, c'est une école de 3D, j'imagine? C'est l'école supérieure des métiers des arts, je crois. Donc c'est une école, donc comme dit, des métiers des arts qui représente beaucoup de métiers, notamment de la modélisation 3D. C'est une école assez réputée en France de manière générale. Je ne sais pas si elle est encore aussi réputée maintenant, mais en tout cas à l'époque où je cherchais un couloir où aller après l'école, c'était celui qui revenait souvent. Le problème, c'est que c'était 6 000 € l'année, je crois. Ouais, c'est assez classique, ce genre de fourchette 6-8 000 sur les écoles privées. C'est sur Paris en plus, j'imagine. Alors, avantage, j'habite à Montpellier. Il y a une école à Montpellier. Donc c'est super. Sur le papier, tu avais ça, mais bon, reste le billet d'entrée de 6 000 € par an en plus. Ça, plus vu que je venais d'une filière technique, donc de l'électronique, je n'avais pas le bagage artistique. Du coup, je devais en plus faire une année supplémentaire de mise à niveau en arts appliqués. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 3 ans, je fais 4 ans à l'école, donc 24 000 € à sortir. Compliqué dans le contexte économique. On était donc en 2010. Ça allait pas fort déjà en termes d'économie et derrière, mes parents avaient des gros soucis d'argent suite à des petits soucis avec une banque. Et donc, clairement pas le pécule pour faire ça. Ouais, puis globalement, même sans rentrer dans les détails particuliers de ta situation, 24 000, ça reste énorme à sortir pour des études. C'est clairement pas donné à tout le monde, ou alors ça vient avec la pression d'un prêt étudiant et d'un résultat à la fin et de tout ce qui va avec le fait de t'endetter avant même de commencer quoi que ce soit. Ouais, alors en plus, oui, c'est que moi, ça me créait des angoisses, le prêt. Donc du coup, non, c'était pas possible pour mes parents. Moi, en fait, il y avait, à un moment donné, la possibilité peut-être de faire un travail étudiant à côté, mais même là, c'est compliqué. Oui, puis tu sors pas 24 000 € avec un travail étudiant. Ouais, en fait, c'était possible pour ces écoles de faire un étalement sur toute l'année, du coup, tu payais tous les mois, mais ça voulait dire quand même, en plus, j'habitais pas totalement à Montpellier, j'habitais dans une ville aux alentours, ça veut dire probablement prendre un appartement, soit sur place, soit prévoir, des trajets, soit prévoir, peut-être de payer le permis et de m'acheter une voiture, enfin, c'était beaucoup de frais. Globalement, c'était vraiment pas possible du tout. Le prêt étudiant a été envisagé, mais même ça, c'était pas possible parce que mes parents étaient interdits, étaient fichés à la Banque de France. Et c'est pas des criminels, vous en faites pas. C'est juste que le système est fait comme ça. Et bah moi, derrière, impossible en tant que personne fraîchement arrivée avec ses 18 ans, je peux pas prétendre à un prêt de 24 000 € quoi. C'est Ouais. pas possible du tout. Du coup, par défaut, en me disant je sais pas quoi faire, donc autant continuer des études, mon prof d'électronique m'avait dit bah t'es pris en BTS électronique, vas-y, au moins tu fais quelque chose. J'ai fait ça 1 an, ça m'a pas plu du tout. J'aime bien l'électronique, j'aimais bien mes études, hein, c'était pas un problème, mais
C'était pas un métier que je voulais faire. Ouais, y a pas de vocation, tu te dis: «Mince, je suis en train de m'engager pour faire ça toute ma vie» et Pas d'appétence du tout, même si j'ai eu l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire un stage d'1 mois dans une boutique, d'informatique qui faisait, aussi qui avait un atelier pour faire de la réparation. OK. C'est hyper instructif parce que c'est donc ici la première fois que j'ai monté mon premier ordinateur et que je me suis dit: «Ah, c'est pas mal». Après j'avais déjà une belle appétence pour, tout ce qui touchait, à l'informatique. J'étais déjà sur le PC de mon père, j'avais 5 ans. OK, donc tu étais, on va dire, gros utilisateur d'informatique à la maison, mais tu avais jamais, gros utilisateur en termes de logiciels et d'utilisation, mais tu étais pas dans, les mains dans le hardware, on va dire? Ouais, j'étais pas trop là-dedans, enfin, mon père, je crois que la seule chose que j'ai changé sur un PC avec lui, c'était la barrette de RAM, parce qu'on n'arrivait pas à jouer à Far Cry le premier quoi. Heu, c'est vraiment pas plus loin que ça, quoi. Et en faisant ça, bah, c'était trop intéressant, j'ai appris plein de choses et je me suis dit: «Super, peut-être un métier que j'ai envie de faire». Bon, pas de chance, c'est un métier qui était en disparition. Les petites boutiques d'informatique, ça n'existe quasiment plus maintenant. C'est souvent, voilà, des grosses entreprises comme, Boulanger, LDLC proposent un SAV, mais c'est des trucs à la chaîne. Et ouais, ça m'a appris un peu ce truc-là de, bah, simplement aider les gens, qui ont un problème avec leur ordi. Alors, c'était souvent des vieux, hein, j'ai une, superbe anecdote d'une vieille dame qui m'appelle et qui me dit: «J'ai supprimé internet». Le classique. Personne n'y croit quand on les raconte celles-là. Bon, voilà, elle avait juste supprimé le raccourci, c'est des choses qui arrivent. Mais, voilà, c'était des petites anecdotes qui sont rigolotes, mais qui m'ont appris plein de choses derrière. OK, donc tu fais ce stage, mais tu vraiment pas envie de continuer dans l'électronique, donc qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je me dis, je vais essayer de trouver un peu une voie de sentier, pour essayer d'aller dans l'animation. Il se trouve qu'à Montpellier, on a la fac, d'art. Il y avait un cursus art du spectacle, option cinéma et il se trouve que dans l'option cinéma, il y avait des cours, des options pour faire, pas de l'animation 3D à proprement parler, mais des trucs au numérique en fait, une adaptation au numérique et qu'avec une L3, tu pouvais prétendre, potentiellement à, derrière un master dans une autre école, qui pourrait proposer l'animation 3D. Bon, c'était un projet sur le très long terme, donc bah, je m'inscris à la fac, je vais à la fac et c'est horrible. Et c'est un peu pile ou face, j'ai l'impression, selon le profil de chacun. La fac, il y en a qui y trouvent tout à fait leur compte et il y en a qui trouvent la formule absolument impossible à gérer. Je suis convaincu, n'ayant pas été à la fac, que j'aurais été excessivement mauvais et absent si j'avais été à la fac. Bah, ouais, c'est-à-dire que premier cours, on te dit: «Si t'as pas envie de venir, tu viens pas». Je fais: «Ah, bah, c'est motivant ça». Et surtout que j'avais vraiment des cours, pas intéressants, hein. C'était compliqué déjà, pour moi de me motiver, et derrière, c'était des cours où, soit c'était pas intéressant, soit c'était un peu poussif, soit c'était chiant parce que le prof n'arrivait pas à rendre ça intéressant. Quand tu es dans un amphi où il y a 60 personnes, le mec il débite et bon, bah, tu suis tant mieux, tu suis pas tant pis. C'était cool parce que vu que j'étais en art du cinéma, ça m'intéressait le cinéma. Ça m'a permis de comprendre un peu plus comment est-ce qu'on pouvait regarder le cinéma sous un autre angle. Mais j'ai fait un semestre, hein, je vais pas m'improviser critique ciné. Ouais, En fait, à la fin du semestre, on avait, 3 semaines de vacances. Bon, les 3 semaines de vacances se sont transformées en 6 mois, quoi. ouais, clairement, pendant les 3 semaines de vacances, tu t'es rendu compte que c'était pas ça que tu voulais faire. Tu t'es dit, bon, quitte à pas faire ça, j'arrête là, puis je verrai l'année prochaine, quoi. Bah, je me suis dit: «En vrai, il faut que je travaille» parce que, ben, j'habitais chez mon père, mais mon père était parti de l'appart pour aller dans une autre région travailler. Moi, j'étais tout seul dans son appart, donc il payait le loyer. Mais, en fait, bah, il fallait que je me nourrisse, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc j'ai commencé à vouloir chercher du travail. Compliqué, très, très compliqué de trouver du travail quand tu n'as aucune expérience, quand tu n'as pas de diplôme. Le CV vide. Ouais, le CV est vide et que tu dis: «Ben, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose d'intéressant». Bah, c'est pas possible du tout. J'ai fini du coup en restauration rapide et bah, j'ai pas tenu 2 semaines. Et j'ai tenu 2 semaines encore, c'est parce qu'ils m'ont viré parce que moi, dans les faits, j'avais pas le choix. Je détestais ce que je faisais, les gens étaient désagréables, les managers étaient tyranniques. Je sentais la friture toute la journée, je détestais ça. J'avais de la chance et je connaissais 2 personnes, donc c'était OK, je pouvais, me dire, «Bon, au moins je vois des copains». Mais je détestais ce que je faisais et au bout de 2 semaines, ils m'ont viré parce que j'étais trop lent. C'est-à-dire que si tu viens à reculons, en plus, ça va pas te motiver à aller vite, quoi. Après, bon, bah, j'ai pas envie de me trouver des excuses, mais de ce que j'ai compris, je remplaçais une personne qui était en arrêt maladie et la personne est revenue, quoi. Globalement, c'était ça. On me l'a pas dit, c'est un peu dommage, mais bon, au bout de 2 semaines, je me fais tège. Forcément, l'ego ras des pâquerettes, hein, parce que tu dis: «Bah, tu même pas pu tenir, au McDo». Ouais, puis du coup, c'est ta première expérience pro, Ouais, entre guillemets. tout à fait.
première expérience professionnelle, on va mettre le stage de côté, en se disant: «Bon, ben, là, c'est ce qui te permet de te nourrir, donc c'est important, c'est un échec». Voilà, je sais pas trop. J'habitais à l'époque, j'habitais à Sète, la ville de Sète. Fort heureusement, j'ai fait un truc qui était intéressant et qui, pour le coup, était motivant, avec la mission locale et en fait, ce truc-là m'avait mis sur un chantier pour faire un documentaire. Donc trop cool parce que, ben, même si c'est pas du Tu te retrouves derrière la caméra, en ouais, fait. voilà, c'est ça, je me retrouve quand même dans un milieu de cinéma. J'avais de la chance, j'avais une conseillère qui avait plus ou moins réussi à comprendre, ce que j'aimais bien et ouais, elle me met là-dessus, parce qu'il travaillait régulièrement avec 2 réalisateurs de documentaires, pour ce genre de chantier d'insertion, où j'ai eu une mission de un mois et demi à peu près. C'était en 2013. On faisait un documentaire sur l'île de Thau qui est, une zone à haut risque, en fait, une ZEP ou ZUP, l'un des 2, je ne sais plus. À Sète, qui est une île artificielle où ont été mis globalement la plupart des immigrés, algériens post, Seconde Guerre mondiale, quand il était demandé à tout le monde de venir aider à retaper le pays. On avait besoin de bras. On avait besoin de moi absolument, et en fait, ils ont vraiment été, comme beaucoup de ZEP, mis dans un coin, exilés. C'est-à-dire qu'ils ont tout en fait à proximité et il faut surtout pas qu'ils viennent en centre-ville. Nous, notre but, c'était de faire un documentaire sur l'organisation en interne, en lien avec, la médiathèque Malraux, André Malraux et c'était absolument fascinant, notamment pour toutes les personnes qu'on a rencontrées et c'était fascinant de voir comment des gens, quand ils sont, absolument abandonnés par, leur commune, arrivent quand même à s'organiser et essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Qu'est-ce que ça? C'est qu'ils sont ostracisés et mis en dehors du système. Du coup, ils arrivent à créer leur propre système et leur propre communauté pour que ça fonctionne en interne dans leur microcosme, en fait. C'est ça. Alors ça fonctionne, comme dit, c'est bancal parce qu'en fait, ça reste avant tout des personnes qui sont humaines et pas du tout, enfin, c'est pas des fourmis, quoi. Ils sont c'est quand même très humains et derrière, il peut y avoir des conneries, mais ce qui est intéressant, c'est justement nous, on a assisté à des moments où il y avait des bêtises qui étaient faites, soit par des jeunes, soit par des moins jeunes, hein, ça arrivait aussi et c'était comment on gère ça? Comment on fait en sorte que les choses soient gérées? Comment on fait en sorte pour s'organiser? Il y avait, une bonne partie des mamans, des toutes les familles du quartier qui se réunissaient, avant dans une maison de quartier qui a été fermée, pour, ben, essayer de faire vivre, le quartier, apporter de l'activité aux jeunes. Ils arrivaient à avoir des contacts auprès de, par exemple, Hérosport pour, mettre en place des petites choses. Enfin, c'était absolument fascinant et ça m'a donné en plus un autre regard sur les choses qu'on voit la plupart du temps à la télé quand on parle des banlieues, Ouais. où on voit ça un peu comme Le cliché médiatique. ouais, voilà, le cliché BFM, quoi. Et pour quelqu'un comme moi qui a un petit peu grandi dans un milieu de droite, ça m'avait mis une belle claque. Je m'étais déjà un peu éloigné de ce milieu-là, mais quand j'avais commencé à être un peu plus, ben, majeur et indépendant, mais ça m'avait mis vraiment une claque de: «OK, c'est ça le monde, en fait. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe et c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on voit sur internet, c'est pas tout ça, quoi». Ça a été une super mission, j'ai fait plein de trucs parce que, ben, j'ai fait du son, j'ai fait de la lumière, j'ai fait, de la prise de vue, enfin du cadrage, j'ai fait, du motion design, j'ai fait, du sous-titrage, du montage. Ok, t'as vraiment mis la main à quasiment toutes les étapes du truc, quoi. C'est ça, le but en fait, c'est qu'on a tous un peu tourné. Après forcément, il y en a qui aimaient plus faire des petits trucs que d'autres. Moi, j'avais de la chance, c'est que j'avais commencé un petit peu à toucher au motion design. Alors, le motion design, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Ça va être, plein de choses, mais globalement, quand on regarde, un reportage et que hop, on a, un petit bandeau avec le nom de la personne qui apparaît, son sous-titre ou son poste, c'est du motion design. C'est, faire apparaître des choses qui vont être, en surimpression sur l'image. Ça peut être ça, comme ça peut être plein d'autres choses. De l'incrustation, d'un titre, par exemple, on a un film qui arrive, il y a le titre qui est incrusté dans son univers, c'est du motion design globalement. Ça englobe en fait tout ce qui va compter dans le design, en dehors de tout ce qui va être, l'intégration d'effets spéciaux, on met ça un petit peu à part et tout ce qui va toucher à l'intégration à l'image, qu'on faisait avant à la main, sur des pellicules, hein. Pareil, le sous-titre, mettre des sous-titres, c'est du motion design, c'est très simple. Parfois, c'est un peu moins simple, il y a des films qui jouent avec ça, mais mettre des sous-titres, c'est simplement du motion design. Ok, donc tu es dans cette expérience pour la mission locale, tu arrives à toucher un peu à tout. Au passage, tu prends une expérience humaine et sociale absolument fantastique, j'ai l'impression. Ouais, c'était cool, ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, c'est la dégringolade. Ouais, ça va pas être drôle. Après ça, le souci, c'est que ce truc-là, je n'ai plus les détails, mais je peux pas être payé en salaire, je peux que être payé en ticket resto. Waouh.
On a été 2 dans le groupe à avoir ce système-là. Je me souviens plus des détails. On m'avait expliqué, je pense que j'étais trop jeune, je comprenais pas. J'ai dit: «Oui, d'accord». Je sais pas si c'était légal, je pense que si quand même, parce que c'est encadré et tout, mais du coup, bah, je me retrouve avec pas d'argent. Des tickets resto, j'en avais plein. Je suis reparti comme si j'avais une liasse de billets. C'est cool, tu peux faire tes courses, mais ça paye pas le loyer, ça paye pas C'est ça, l'assurance, ça paye pas toutes les mensualités XY ou c'est ça, tout ce qui n'est juste pas accessible dans ton supermarché, quoi. c'est ça et donc du coup, compliqué, et derrière ça me débloque strictement rien. Puis en plus, est-ce que ça compte comme une cotisation? Pas du tout. Ouais, c'est ça. T'as vraiment rien, quoi. T'as vraiment juste des tickets resto. C'est ça. Et là, mon père me dit: «Écoute, ça commence à devenir compliqué pour moi de payer le loyer». Il se trouve il était revenu dans la région de sa famille du côté de Nice, et en fait, il habitait chez sa mère, en gros, enfin chez ma grand-mère, le temps d'eux. Mais là, ça devenait compliqué, il avait besoin de se prendre un appart et il dit: «Je peux pas payer 2 loyers en même temps, donc juste, bah, je vais devoir te rapatrier à Nice et tu vas devoir habiter avec moi». Pas tellement de solution de repli, pas tellement de possibilité d'avoir une objection ou quoi, c'est juste, bah, je suis obligé de subir ça et de retourner, de Nice, pendant un moment en habitant chez ma tante, le temps que mon père trouve un appartement. Je me dis qu'à Nice, je vais essayer de trouver un boulot, je trouve rien. À Nice, c'est très touristique, donc c'est du bar, de la restauration, mais Ça doit être très saisonnier aussi, j'imagine. très saisonnier, oui, tout à fait. Et puis on m'a demandé des trucs, lunaires à base de il me fallait 2 ans d'expérience pour faire la plonge dans un bar, enfin, c'était vraiment le truc, aberrant au possible, il trouve un appartement, du côté de une ville qui s'appelle Le Cannet, qui est juste au-dessus de Cannes. C'est encore pire, hein, je ne trouve vraiment strictement rien parce que pour le coup, Cannes, c'est une ville extrêmement morte, qui est active une semaine par an, c'est pendant le festival de Cannes. Ouais, festival. Tout le reste, il y a rien. Il y a strictement rien et du coup, bah, c'est encore pire globalement. J'ai des milliers de rendez-vous dans, des missions locales et des pôles emploi, pour que les gens, me répètent encore comment on fait un CV, comment on se présente, auprès d'un employeur, comment ci, comment mi, mais jamais vraiment une piste de boulot, et je suis surtout dans une case que les gens ne sont pas formés à intégrer dans le monde du travail parce que je suis pas dans le bâtiment ou toutes sortes de choses dans le manuel, je suis pas dans la restauration, je suis pas quelqu'un qui est illettré et non diplômé. Je suis quelqu'un qui a un diplôme, qui a un baccalauréat, qui veut faire, un boulot qui n'est pas vraiment bien référencé en France et notamment sur les organismes comme les maisons d'orientation et ce genre de choses, dont la plupart des écoles sont payantes. Je suis vraiment, en dehors de leur système et je ne rentre pas dedans. Là, il s'est passé, 2 ans. 2 ans pendant lesquels j'ai fait une grosse dépression, chez mon père. Je végétais. Alors, en attendant, je faisais des trucs un peu dans mon coin. J'avais décidé de me former moi tout seul à la 3D, essayer de faire un peu d'autodidacte. Donc j'ai appris à me servir d'un logiciel, j'essayais de faire des tutos en ligne, enfin j'essayais vraiment d'utiliser ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire, aller sur internet et lire des trucs, aller sur YouTube, faire des choses. Ouais. À côté de ça, j'essayais de faire les choses qui me plaît, donc en 2013, j'avais commencé à écrire, en tant qu'expert jeux vidéo pour un site qui s'appelle, millennium.org, qui maintenant s'appelle mgg.org. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une des plus grosses structures de jeux vidéo françaises. Millennium, ils ont un site, ils ont des équipes d'e-sport, ils ont je ne sais quoi, c'est une grosse structure. C'est une grosse structure. À l'époque, moi, quand je suis rentré, en plus, c'était donc surtout une structure e-sport, connue pour des jeux qui parleront peut-être à certains comme, League of Legends, Hearthstone, World of Warcraft, et ce genre de petites choses et en fait, c'est un gars de la rédaction, au sein de Millennium qui cherchait des gens, pour créer un portail, jeux généraliste. L'idée, c'était de faire concurrence aux gros du milieu, comme Gamecult, jeuxvideo.com, Gameblog, et cetera. Alors, jeuxvideo.com, c'était un objectif inatteignable, évidemment, mais les autres, c'était plus envisageable. Le but au début, c'est pour ça qu'on me parlait d'expertise jeux vidéo, c'était, on a un jeu et on fait des guides. Les guides, ça marche bien. Les gens, ils adorent les guides et c'était, poncer un jeu vidéo, sur un truc précis pendant plusieurs jours, écrire un guide d'experts, de conseils pour les joueurs qui sont un peu plus nuls. Sur le papier, ça me dérangeait pas parce que j'avais que ça à faire et que c'était surtout un pied dans le journalisme jeux vidéo qui était quelque chose que j'ai toujours un peu suivi depuis que je suis gamin. Je lisais beaucoup des magazines, j'ai beaucoup lu jeuxvideo.com, par le passé, donc c'était quelque chose que je suivais vraiment de loin et je me dis: «Bah, en fait, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un pied là-dedans, peut-être ça va amener des choses». Mais, bah, c'est des guides. J'en ai un peu rien à cirer de faire des guides. Ouais. C'était pas mon but. Moi, je faisais un peu de la critique JV dans mon coin sur un blog, que j'envoyais à mes potes, hein, globalement.
Et à un moment donné, à force de faire des guides, je vais voir un peu le rédac chef et je lui explique en fait que moi ce que j'aimerais plutôt c'est faire de la critique. Vu que ça faisait 6 mois à peu près que j'étais très actif et quand je dis très actif, c'était vraiment j'écrivais des articles tous les jours. Parce qu'en plus des guides, on faisait de la news, donc c'était vraiment tous les jours j'étais là. Il a commencé à me faire confiance, à me filer des clés qu'il recevait, de la part, des éditeurs ou des entreprises de presse et là, à partir de là, j'ai commencé à faire, de la critique. Du coup, comment ça marche à ce moment-là? Est-ce que tu as un statut de pigiste? Est-ce que tu es bénévole? Est-ce que tu as un contrat sous une forme ou sous une autre? Comment ça fonctionne avec Millennium? À ce moment-là, ça a été, complètement du bénévolat. Donc toi, tu es dans une position où, en fait, de toute façon, tu es dans une période où ça va mal globalement. Mmh. T'as ça qui te donne un peu quand même quelque chose qui te sort de ton quotidien un peu morose et qui te fait du bien. Clairement, qui te permet aussi d'ouvrir une porte vers un milieu qui t'intéresse. Du coup, tu donnes de ton temps, En échange, comme tu dis, au fur et à mesure, tu finis par avoir des clés pour des jeux, des trucs comme ça. Donc, j'imagine que tu y trouves un peu ton compte aussi. Comment ça évolue du coup après? J'ai fait ça pendant 7 ans en full bénévolat. Et quand même. Oui. 7 ans avec Millennium du coup? Ouais, 7 ans avec Millennium. Ok. Parfois, on avait le droit à des petits bonus, en gros, ils nous débloquaient une espèce de cagnotte, qu'on pouvait dépenser sur leur site, d'achat, de leur grossiste, en gros. Alors c'est bien, hein, ça a payé deux trois petits trucs par-ci par-là, mais c'était vraiment du bonus et ouais, j'ai jamais été rémunéré pour ce que je faisais. Ouais, puis j'imagine que rapport à la quantité d'heures de travail que tu as pu donner, C'est gigantesque, hein, c'est ça, c'est juste ridicule la compensation quoi. c'est surtout que, en fait, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, «C'est juste le temps de lancer le truc et quand on commencera à arriver à des statistiques qui sont acceptables, on pourra embaucher des gens». À un moment donné, on a dépassé Gamecult. Oui, donc alors c'est pareil pour ceux qui connaissent pas, Gamecult, c'est quand même un des autres très gros sites de jeux vidéo en France. Il y a eu récemment toute une histoire de rachat, revente, j'ai même plus tous les détails en tête, mais ça reste quand même un gros pilier du site jeux vidéo en France. C'est ça, c'est un gros média, c'était un gros média, il a toujours été aux alentours du top 2, top 3 France. Il se faisait un peu la guerre avec Gameblog. Nous, à un moment donné, on réussit à dépasser Gamecult et c'était un peu cet objectif qu'on s'est dit: «OK, là, ça décoince un truc, la direction, elle va peut-être se dire, bah, ouais, on embauche des gens». Ils ont fini par embaucher une personne qui était un autre, rédacteur bénévole qui, bah, lui a réussi un peu plus et bien joué à lui, hein, je lui en veux pas. Lui a un peu plus réussi à faire pression, de par ses capacités, de par son expérience. Voilà, il a plus pu se mettre en avant. En plus, bon, il avait une famille de gosses, donc forcément, il a peut-être aussi un peu joué là-dessus, je sais pas. Ouais, dans tous les cas, si vous étiez plusieurs sur le coup et qu'il n'y en a que un qui a le poste à la fin, quand bien même il y a une notion de qui a réussi à mieux jouer certaines cartes, il y a aussi une part de chance. Oui, c'est ça. Il y a une chance et que moi j'avais eu beau envoyer, des messages, au grand patron de l'époque en lui disant: «Bah, en fait, t'es bien mignon, mais ça faisait 2 ans déjà que je bossais, de manière très active, pour leur site et que, bah, j'attendais, un juste retour des choses», on me disait: «Ouais, ouais, t'as raison», mais il ne se passait rien et puis après derrière, il y a eu le rachat par Webedia. Je savais même pas que Millennium avait été racheté par Webedia, tu vois, j'avais pas suivi. Ils ont été rachetés peu de temps après, JVcom du coup. Jeuxvideo.com a été racheté par Webedia et 6 mois, 1 an après, Webedia a racheté un peu beaucoup de sites, notamment donc Millennium. Webedia, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros fournisseur de contenu. C'est même pas juste culturel, c'est juste une grosse boîte énorme de production de sites de toutes sortes de contenus. Ils ont, si je me trompe pas, Marmiton, c'est eux. Ouais, Allociné. Allociné, c'est eux. Jeuxvideo.com, du coup, c'est eux. Enfin, toutes sortes de choses dans tous les coins. Et globalement, un bon moyen de savoir si c'est eux, je vais y mettre ma petite pincée de sel. Le mot sel est bien choisi. Si au moment où vous ouvrez un site, il y a marqué soit tu acceptes les cookies et tu acceptes de te faire cibler de manière publicitaire, soit tu payes 2 € un abonnement, c'est que c'est un site Webedia. Oui, c'est vrai. Le tacle est gratuit et Mais je suis mérité. très content de le placer. Voilà. Non mais voilà, du coup, je fais ça pendant 7 ans, je suis pas payé. Tu fais ça pendant 7 ans, mais en parallèle, j'imagine que tu as dû faire autre chose. Et je reviens un peu en arrière. Tu parlais de quand tu étais à Nice, que tu es rentré un peu en dépression, ou un peu ou beaucoup, hein, je ne veux pas minimiser du tout. Oui. Tu as parlé de 2 ans de dépression, donc j'imagine que en parallèle des 7 ans à Millennium, il se passe d'autres choses. Oui, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'en 2015, ma mère complètement, dépitée en me voyant, me dit: «Il faut qu'on fasse un truc». Elle m'a dit globalement: «Tu trouves rien ici, où est-ce que tu aimerais retourner? Où est-ce que tu aimerais aller plutôt?»
Moi, je lui dis: «Bah, quitte à bouger, j'aimerais bien retourner dans une ville où, bah, j'ai tous mes potes, et je connais tout le monde et je peux déjà débloquer deux trois trucs, quoi, parce que j'ai des contacts». Elle me dit: «Bah, écoute, il faut qu'on trouve un moyen pour que tu retournes du côté de Montpellier et que, derrière tu puisses, te trouver un taf, là-bas». OK. Fort heureusement, je connaissais plein de gens. Je connais plein de gens à Montpellier qui certains m'en devaient une depuis longtemps et donc j'ai été hébergé un peu à droite à gauche. Donc en gros, je suis parti l'été pour m'installer chez une, amie à l'époque. Je suis parti avec, mon chat d'un côté et mon PC de l'autre et j'ai habité chez elle pendant, 1 mois et demi, 2 mois et puis après j'ai habité, il y avait encore ma sœur qui était un peu autour mais dans un village perdu, donc c'était pas pratique mais parfois j'allais chez elle pour laisser les gens chez qui j'étais hébergé un peu tranquilles et je suis allé de un peu de foyer en foyer en essayant de poster des CV, en bougeant, en allant à droite à gauche. C'est marrant parce que donc j'étais encore en dépression, mais le coup de pédale donné, sur le moteur a plutôt bien fonctionné pendant un petit moment. Où même si je me prenais, moult râteaux, j'étais quand même dans un engrenage qui allait, constant en mouvement. Je faisais plein de trucs tout le temps et ça a permis à un moment donné de me trouver un boulot. Au début, c'était un stage d'insertion. Fin 2015, je trouve un boulot globalement de secrétariat dans une association, de l'Hérault de football. OK. Du coup, tu es salarié de l'association? Salarié de l'association, hein, clairement c'est salarié. OK. Pour la petite précision, j'en ai rien à cirer du foot, mais on me demandait globalement de juste faire de la saisie de données. OK. Chose que je peux faire, je suis derrière un PC, donc pas trop compliqué. Saisir des données dans un Excel, jusqu'à maintenant, je peux le faire. Enfin, c'était pas un Excel, c'était un logiciel propriétaire de la FFF, mais bref. J'ai fait ça, donc j'ai fait un stage d'insertion d'une semaine en fin 2015. Ils avaient promis à la mission locale que si ça se passait bien, ils m'embauchaient dans la foulée. Ils ont pas vraiment fait ça, mais je suis le seul qui est venu, parmi tous les contacts, enfin tous les candidats qu'ils ont eus. Du coup, ils m'ont repris en janvier 2016. OK, là, ils te reprennent avec un contrat ou? Ils me reprennent avec un CDD. Alors, c'était à une époque où, en gros, c'était un CDD. En fait, c'était un CDD particulier en lien avec le Pôle emploi, qui était renouvelable 5 fois. Mon Dieu. Ouais. Par ce statut-là, le Pôle emploi leur filait des aides. En gros, ça permettait à la boîte de, si jamais je faisais pas l'affaire, ils pouvaient facilement se débarrasser de moi. Clairement, c'est une période d'essai renouvelable, Oui. sur Et plusieurs années, c'est enfin, bref. moi, sur les faits, ça m'a pas dérangé dans le sens où j'ai quand même pu avoir un appartement avec ça, même si j'avais un CDD. Et j'ai emménagé dans l'appartement de la première personne qui m'avait hébergé quand je suis arrivé à Montpellier, parce qu'elle, elle déménageait dans un autre appartement. OK, donc tu as repris son appart. Cool. Ça, c'est cool. C'est ça. J'ai pu reprendre son appart qui était à 20 minutes à pied de là où je travaillais. Donc vraiment, ça m'allait bien. C'était mon premier vrai appart à moi tout seul, que je payais moi. C'était un 36 mètres carrés, donc je m'en sortais pas trop mal. J'avais même une chambre. Mais on va dire que c'était le début où ça y est, je commençais un peu à sortir la tête de l'eau. J'étais indépendant, j'avais un travail qui me fascinait pas plus que ça. Je travaillais avec des gens qui, bon, moyenne d'âge, c'était une 40, cinquantaine d'années, donc aucun vrai contact, on va dire, pas de lien, pas de point commun avec ces personnes-là. C'est ça, c'est qu'eux, ils sont dans la quarantaine, la cinquantaine, dans une asso de foot. Toi, le foot, ça t'intéresse pas et t'es dans la vingtaine. C'est ça. Et même là, je te dis moyenne 40-50 ans, mais ça c'est pour les salariés de l'entreprise. Dès qu'il y avait les bénévoles, c'était que des retraités, quoi. C'est triste, hein, parce que des fois, ça mériterait un peu plus de sang frais, mais c'est un constat qu'on peut malheureusement beaucoup faire dans le milieu associatif. Oui, bah en fait, et je trouve ça très bien que bah, les vieux, ils sont à la retraite, ils savent pas quoi faire. Oui, c'est ça qui s'engage et qui donne du temps. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes Oui. qui arrivent à se libérer un peu de temps pour. On avait quelques jeunes, mais en fait, c'était des gens qui étaient, tant débordés parce que, bah, ils avaient un boulot à côté, c'était des choses qu'ils faisaient après le taf Ouais, bien et sûr. du coup, bah, c'était pas viable pour eux globalement. Mm. Mais ouais, non, les bénévoles après voilà, là, c'était une moyenne d'âge beaucoup plus haute, avec tout le fossé générationnel où j'entendais des dingueries, surtout dans le milieu du foot, hein, il y a vraiment des dingueries. Il y avait, le jeune et frêle gauchiste en moi, qui criait intérieurement à chaque fois, dès qu'il entendait une discussion au détour de couloir. Bon, comme dit, j'étais pas là pour ça, je devais juste gagner ma croûte. C'est ça, tu baisses les yeux, tu fais ton truc. Puis, un jour, malheureusement, je sais plus s'il y a eu un changement de ministre, c'était pas un changement de président, mais c'était un changement de ministre, je crois. Il y en a tellement en ce moment que. Ouais, moi je sais plus, moi j'ai arrêté de compter. Ok, non mais il y a un changement de gouvernement dans tous les cas, il y a un truc qui se passe. Il y a eu un changement et
La règle avec mon contrat renouvelable 5 ans n'existe plus. À ce moment-là, on est en 2017. 2017, parce que c'était lors de mon premier renouvellement. Personne, du pôle emploi, parce qu'il y a un rendez-vous avec elle pour voir ce qui se passe, on fait un point, un bilan avec la direction, le manager et on fait un point là-dessus et là, la personne du pôle emploi lui dit: «Par contre, malheureusement, on peut plus renouveler autant de fois. Là, on ne peut renouveler qu'une fois». C'est des CDD de combien de temps à chaque fois, les 5 renouvelables? Jusqu'à maintenant, c'était des CDD de 12 mois. Mais là, en gros, la personne du pôle emploi lui dit: «Soit vous lui refaites un CDD de 12 mois, mais ça veut dire qu'au bout de 12 mois, si vous voulez le garder, c'est un CDI. Soit là, vous lui faites un CDD de 3 ans». Parce qu'en fait, la durée, si tu veux, c'était une durée de 5 ans de travail Ouais, ouais. qui OK. pouvait être compartimenté en CDD de 1 an minimum, et ça pouvait être aussi un CDD de 5 ans. Mais eux, ils ont décidé de faire des CDD d'1 an à chaque fois. Et on leur a dit: «Bah, vous pouvez faire le délai qui reste, sur 3 ans, et à la fin des 3 années, bah, si vous voulez le garder, c'est un CDI». S'il me faut un CDD de 3 ans, c'est compliqué parce qu'ils sont emprisonnés avec moi. Du coup, ils décident de me dire: «Bah, on fait un CDD de 1 an et on verra bien». Moi, à la limite, je me dis: «Bah, au pire, ça fait 1 an et puis après, ils me prennent en CDI si ça leur va». Donc je fais mon CDD d'1 an supplémentaire et début d'année 2018, il y a, une petite, rixe avec, le directeur, le président exactement, président de l'association. Bon, globalement, on s'entendait pas bien, parce qu'il avait une vision, très particulière, du travail qui n'est pas la mienne, qui est que, lui, c'était le travail, il y a que ça de vrai et il y a que ça qui compte. Moi, j'étais en mode: «Moi, je commence à 9 heures, je finis à 17 heures. Le reste du temps, vous m'excusez, mais je suis pas là». Et en fait, on avait eu, un épisode, très compliqué au niveau de la pluie, à Montpellier. Ça arrive souvent. C'était une alerte rouge. Ça, c'est parce que les 3 fois où il pleut dans l'année à Montpellier, il pleut l'équivalent de 1 an de pluie ailleurs. Exactement. Tapez sur internet Montpellier canoë, vous verrez des gens en canoë au milieu de Montpellier pour se balader parce que tout est inondé, c'est trop drôle. Et donc il y avait eu une alerte rouge globalement et moi je suis à pied. Du coup, j'envoie un message à mon manager, je lui dis: «Bah, en fait, là c'est alerte rouge, il y a tout qui est inondé chez moi, je peux pas venir au travail». Bah ouais. J'avais un petit chemin de traverse, mais c'était sûr, il allait être inondé, il y avait un point d'eau à côté, je pouvais pas passer. Il me dit: «Pas de souci». Ça a pas plu au président et il a pas compris pourquoi je suis pas venu, alors que j'ai posé un jour de congé du coup, pour ça. Oui, en plus, ouais. Il a pas compris, il m'a fait la morale, bref, on s'est un peu pris la tête là-dessus. Il me disait qu'il vente, qu'il neige et je lui ai dit: «Oui, mais moi je suis à pied, donc si vous voulez la prochaine fois je me casse la jambe, comme ça vous me payez les indemnités, maladie et du coup on sera bien». Bon, il a pas apprécié. Et il y a plein de choses qui me dérangeaient dans la manière qu'il avait de fonctionner et le souci c'est que, bah, je me retenais beaucoup, mais moi, bon, bah, plus je me retiens, plus j'ai envie de crier après au bout d'un moment. Et donc du coup, il y a eu un moment, une réunion où, j'ai expliqué qu'il y avait des choses qui étaient aberrantes, qu'on était plus dans les années 60. Bref, on s'est pris pas mal le chou et ça tombait, 2 semaines avant, la réunion avec la personne du pôle emploi pour savoir ce qui allait se passer. Pas bon timing. Ouais, bah, ils m'ont dit: «On va pas renouveler, quoi». Ouais. Ils m'ont dit en 2018, fin 2018, c'est fini. OK, donc là, il te reste en gros, je sais pas, 6-8 mois de contrat, mais tu sais qu'après, c'est fini. C'est ça. Comment tu te sens, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, je me sens, il y a plein de choses qui viennent en moi. Un peu de regret qui s'est vite estompé parce qu'en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, j'avais quelque chose à dire, je vois pas pourquoi je me serais privé de le dire». Et si on les gens se vexent parce que j'ai dit quelque chose qui était factuellement pas fausse, c'est que j'ai des gens avec qui j'ai pas envie de travailler globalement. Donc je me suis senti un peu le cul merdeux, mais après je me suis dit: «Bah, bah, tant pis. Enfin, c'est comme ça, j'y peux rien. Il a pas apprécié, bon, bah, tant pis, hein». Et honnêtement, après, je me suis dit: «Les plus gros perdants dans, l'histoire, c'est eux». Parce que j'étais la seule personne qui était capable de réparer un ordi qui fonctionnait pas, ou même l'imprimante. Je m'occupais de tout l'art graphique chez eux, et notamment de leur journal, officiel, hebdomadaire et je faisais pas trop mal mon travail en plus. Oui, puis ça fait de toute façon, enfin 3 ans globalement que tu es là. Mmh. Même si c'est entre guillemets que de la saisie, bah, en fait, ils perdent quand même 3 ans où toi, tu sais exactement à quoi correspond quoi, et puis tu vas juste aller plus vite que quelqu'un qui vient débarquer puis qui va devoir tout réapprendre, en fait. Tout à fait. Et puis, faut savoir que ma remplaçante, je l'ai formée. Elle est arrivée, 1 ou 2 semaines avant que je parte. Ma remplaçante était clairement, une petite jeune qui débarquait, qui n'avait pas vraiment d'expérience. Enfin, elle avait une expérience dans la bureautique, mais pas extraordinaire et bah, elle, clairement, elle allait faire pas plus, que, faire de la saisie de données.
Ouais. Il se trouve qu'en plus, elle était un peu étourdie et j'avais encore quelques contacts avec, des anciens collègues et on me disait: «Bon, bah, elle fait beaucoup de conneries». On m'a dit: «Plus que toi quand tu es arrivé». Je fais: «Bon, d'accord». Mais ça après, bon, c'est pas grave, chacun avance à son rythme. Ouais, c'est ça aussi. Là où ils se sont mangés les doigts, c'est que, dès le moment où sa période d'essai a été validée, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Perdu. Bah, perdu. Non, mais c'est voilà, c'est comme C'est ça, hein, karma. c'est ouais, c'est ça, karma. Je, je me permets un aparté, tant mieux pour elle d'avoir réussi à ne pas avoir besoin de l'annoncer avant la fin de sa période d'essai, parce que vu comment tu expliques l'ambiance, même si techniquement c'est illégal de mettre fin au contrat de quelqu'un parce qu'elle t'annonce qu'elle est enceinte, on sait que c'est souvent plus compliqué que ça dans les faits, et comme c'est très dur, à prouver, bah en fait c'est très compliqué d'aller au prud'homme, puis t'as peut-être pas l'énergie d'aller au prud'homme pour ce genre de choses non plus. Mmh. Donc c'est très bien qu'elle a réussi à attendre ce moment-là, et si jamais ça les a dérangés, le timing et le fait qu'elle soit enceinte, eh bien karma pour eux, voilà. Ah ouais, non, clairement karma. Mais bon, moi je pars et en fait, je me dis: «J'ai 2 ans de chômage». Là, pour le coup, tu as commencé à vraiment cumuler sur la durée des droits au chômage, chose que tu n'as jamais eu l'occasion de faire avant. Tout à fait. Et donc, j'ai 3 ans de chômage. Alors, famélique le chômage, parce que j'étais payé au SMIC. À l'époque, c'était 1 170 €. Du coup, j'avais un chômage qui était proche de 1 000 € globalement. Donc, compliqué, mais suffisant pour survivre. J'avais quand même, la CAF, parce que j'étais au chômage forcément et ça me mettait, 250 € je crois, ce qui était la moitié de mon loyer, donc j'étais pas trop à me plaindre. Mais, forcément, je pouvais faire moins de choses. Je perdais quasiment, parce qu'avant j'avais la prime d'activité, hein, mais du coup je perdais quasiment 200 €, sur le mois. Pas non plus des milliers et des cents, mais suffisamment pour que ça m'empêche de faire des trucs. Mais je me dis: «Bah, j'ai 2 ans de chômage, viens, tu passes 2 ans à essayer de transformer tout ce que tu as fait dans le journalisme jeux vidéo en quelque chose de viable». Alors, juste pour resituer dans le timing, On est en 2018, fin 2018. fin 2018, ça fait combien de temps que tu es chez Millennium à ce moment-là? Je suis rentré en mars 2013, donc ça fait, Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans. Donc, il nous reste 2 ans de trou chez Millennium à combler. C'est ça. Donc clairement 2018, 2019, j'ai fait que ça. Bénévole, hein, ouais, ouais. J'ai fait que ça, c'est-à-dire que je faisais énormément de critiques, je me focalisais énormément dessus. J'ai eu, par le passé des petites expériences dans, YouTube et le streaming, que je faisais ça un peu parce que ça me plaisait, mais, c'était plus pour le côté hype. C'était le moment où c'était populaire, les let's play et tout machin. Ok. J'ai bossé dans des associations, qui mettaient en place, justement, le partage des jeux vidéo, ça, on avait une web TV et tout machin, bref. J'ai eu des petits trucs comme ça que j'ai fait dans mon coin avec des copains, qui, étaient sans prétention et derrière ça m'a permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait et me dire, «Je vais faire du jeu vidéo, je vais faire du streaming, je vais streamer les jeux que je teste et tout machin», bref. J'ai vraiment fait le truc à fond. Ça a pas marché. C'est le fameux mais si, c'est facile de devenir youtubeur, streamer. Tout le Ouais, monde peut non, y arriver. Alors, combien essayent et combien s'en sortent réellement? ouais, c'est ça. Le ratio est quand même pas phénoménal, quoi. Ouais, ouais, non, c'est pour un qui réussit, il y en a une centaine de milliers qui échouent. J'ai fait partie de ces centaines de milliers et c'est pas grave. J'ai pas pris ça pour moi personnellement, j'ai vraiment pris ça comme, bah, juste, on était en 2019 à ce moment-là, le Twitch, ça explose depuis 2018, Ouais. et ça c'était encore rien après, enfin, avant qu'on ait la période Covid. Ouais, c'est ça, j'allais dire, le Covid est arrivé, puis a encore remis un gros coup dans C'est le. ça. Mais à ce moment-là, bon, j'essayais un peu d'exister sur internet, en fait, principalement. L'idée, c'était de toujours aller gratter plus dans les milieux journalistiques jeux vidéo. Le problème, c'est que c'est une bulle parisienne, principalement. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu me lier d'amitié avec, des journalistes, Nodus que tu connais, qui a sur notre serveur commun, qui est donc ancien journaliste Gamecult, un certain Gotos, un certain Pipo Mantis, des petits gens, de l'industrie, à qui on doit beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des très grands noms de chez Gamecult, en fait. Tous. En tout cas, ils sont tous passés par chez Gamecult. Moi, c'est de là que je connais les noms, mais effectivement, c'est des noms qui sont connus dans le milieu journalistique jeux vidéo en France parce qu'ils ont une belle carrière à leur actif aussi, hein. Oui, tout à fait. Ok, donc tu commences, toi, à te faire des liens, des connaissances dans le milieu. Mmh. Est-ce que tu penses que c'était, ça l'est sûrement toujours, hein, mais un milieu très parisien parce que justement, historiquement, les médias jeux vidéo à l'époque, que ce soit Game One, jeuxvideo.com, les magazines avant, je pense notamment à Joypad et ces choses-là, c'était tout à Paris, ou est-ce que c'est lié à autre chose? Je pense que c'est déjà, oui, toutes les rédactions, c'était tout à Paris,
enfin tous passer à Paris, mais surtout les événements. La plupart des événements se font à Paris. T'as la Paris Games Week, mais quand tu veux, enfin un truc tout bête, mais la Switch 2 est sortie, tu voulais jouer à la Switch 2, bah fallait que t'ailles, je sais plus quel truc à Paris. Et actuellement, moi, quand je reçois des invitations pour aller à des trucs, c'est à Paris. Alors il y a un peu plus maintenant, ça se démocratise un peu plus parce que justement à Paris, il y a plus de place. Donc il y a des villes qui essaient de se faire une place en proposant des choses autour du jeu vidéo qui ça va être des événements, des conventions, ce genre de choses, Ouais, qui vont avoir, on va dire, leur place, mais dont l'ampleur est, incomparable. ouais, incomparable. Puis bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que t'es finalement bien tombé à Montpellier parce qu'il se passe pas mal de choses de ce côté-là quand même. Oui, oui, Montpellier pour le moment et voilà, il y a une remontée là-dessus, on en parlera plus tard. Donc ouais, je me lie un peu d'amitié, c'était pas intéressé dans le sens ils vont m'apporter une porte d'ouverture, c'est des gens que j'avais foncièrement envie de rencontrer et qui m'intéressaient énormément, pour leur travail et puis derrière, en plus, si ça peut faire croquer, bah, let's go, quoi. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La première étant que forcément mes contacts étaient chez Gamecult. Gamecult a eu beaucoup de bouleversements en interne vis-à-vis de plein de choses. Donc pour moi ça a été compliqué là-dessus et j'avais malheureusement pas d'autres contacts. J'ai essayé au sein de jeuxvideo.com, même si je me disais bon bah ils sont rachetés par Webedia, mais ils cherchaient des rédacteurs à un moment, mais ils cherchaient pas des rédacteurs, ils cherchaient juste enfin si, ils cherchaient des rédacteurs dans la version la plus pure et brute possible, des gens qui rédigent, pas des journalistes, Pas de la critique, quoi. ouais, pas de la critique, on est là pour faire de la news, on est Je là. voudrais pas que ça sonne péjoratif parce il y a tout un genre de métier de création de contenu, mais là on est vraiment dans juste tu ponds du contenu à la chaîne, quoi. Sans vouloir redescendre le métier des gens qui travaillent là-bas, hein, parce que de toute Non, façon bien sûr. il en faut et puis ça doit pas être facile tous les jours. Mais comme tu dis, c'est plus le même métier que celui de vraiment critique où tu vas chercher à analyser plus que juste d'écrire. Mmh. Effectivement, on n'est plus du tout sur le même genre de quotidien et de fiche de poste, si on veut parler en termes professionnels. C'est ça et c'était bon, je pense que, outre le fait que c'était pas du tout ce que je voulais, je pense que j'étais même pas le bon profil parce que moi justement j'allais un peu trop loin et clairement avec le recul, hein, je leur donne beaucoup de force à ceux qui font ce boulot-là chez tout ce qui concerne, Webedia, mais pas que, hein. Il y a d'autres sites internet dont je tairai le nom, dont les institutions en interne sont catastrophiques et font, que de la rédaction, où on fait tout, pour faire du SEO avec des titres, ouais, clickbait de fou, enfin. Puis là, je vais lancer un pavé dans la mare, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va vraiment pas dans le bon sens. Ce genre de site, tu le vois tout de suite, ça va Ouais. vraiment pas dans la bonne direction. Le but, c'est de créer le plus possible de contenu pour le moins cher possible et d'inonder de masse de contenu. Jusqu'à quand ça va tenir, je ne sais pas. Bah, là, en plus, maintenant, on va atteindre la même chose, mais vis-à-vis de la vidéo, vu que la vidéo par IA, Absolument. commence à crever les plafonds. Donc bref, tout un autre sujet, tout un autre débat, mais ouais, là, dans l'immédiat, on est en 2019, je ponds 3 critiques par semaine pour Millennium et ben, ouais, j'arrive à faire une sorte de burn-out du jeu vidéo. Enfin, burn-out jeu vidéo de manière générale et du journalisme. Surtout que, il y a eu des petits soucis en interne, au sein de Millennium et de ma manière, d'écrire et de présenter les choses. Ok. Alors, c'est des choses que j'ai dit publiques sur Twitter. Je vais pas revenir dessus parce que ce serait pas utile, mais vraiment des trucs qui sont, globalement de l'autocensure de rédaction, où on va se garder de dire du mal de quelque chose parce qu'on a un partenariat avec le jeu en question. Le conflit d'intérêts, quoi. C'est ça et on veut pas, surtout pas qu'à un moment donné, on se fasse peut-être blacklist par un gros studio parce que c'était déjà arrivé par le passé, mais pourquoi? Parce que bizarrement, quand on stream GTA V, 3 jours avant la sortie, évidemment, tu te fais blacklist Ça par marche pas. l'éditeur, ouais, Ça tout à marche fait. pas. Ça. Par, le toit du monde du jeu vidéo, hein, c'est-à-dire Take-Two, Rockstar, oui, tu te fais blacklister là-dessus, en effet. Mais donc du coup, ils avaient tellement peur de ça que c'était, de l'autocensure. Des gens qui touchent à mes articles, qui réécrit mes articles sans me demander. Alors que c'est quand même ton nom derrière sur l'article. Ouais, alors que c'est mon nom derrière. Ça, c'est pas clean. Ouais, des trucs qui sont aberrants et qui me rendaient fou et qui étaient du manque de respect pour tout le taf que j'ai fait depuis si longtemps. Ouais. Et ouais, un manque crucial de prise en considération de ma personne, en tant que telle. Des gros doigts d'honneur, hein, globalement, dans ma face. J'ai fait, mon dernier article qui était l'adaptation, du jeu de la BD Black Sad en jeu vidéo, un peu à contre-cœur parce que je devais pas le faire, mais le mec qui devait le faire, son PC il marchait pas, donc j'ai dû le faire. Donc j'ai dû faire ça, c'était une catastrophe parce que le jeu était ultra buggé et j'ai dit: «C'est ma dernière, ciao bisous». Donc là, tu as encore des droits au chômage.
Tu décides d'arrêter avec Millennium. C'est quoi la suite? Par un heureux hasard, je postule, à un boulot de support informatique. Sur le papier, je me dis: «Bon, bah, j'ai des compétences en informatique. C'est certes du téléphone, j'aime pas téléphoner, mais c'est quelque chose que j'ai surmonté de par mon boulot de secrétariat par le passé, parce que je devais appeler des gens». Ok. Donc j'ai réussi en fait à faire une dissociation de j'aime pas téléphoner personnellement, mais quand c'est le travail, c'est le travail. Je dérange pas les gens quand c'est le travail. Les gens, je peux leur téléphoner quand, je les appelle ou quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc c'est en dehors de toute cette gêne que j'ai vis-à-vis de déranger au téléphone et de parler au téléphone. Alors juste pour donner un peu de contexte, tu donnes le nom ou tu donnes pas le nom, peu importe. Est-ce que tu peux nous situer dans quel genre de domaine elle évolue, la boîte dans laquelle tu vas faire ce support informatique? Est-ce que c'est de la sous-traitance? Est-ce que c'est une industrie? Est-ce que c'est le monde de la tech? Est-ce que c'est de l'industrie agroalimentaire et puis il y a un support tech derrière, etc., etc. Alors, c'est ce qu'on appelle une SS2I, donc de la prestation globalement. Ok. C'est une boîte un peu historique. Ça fait partie des premiers en France, qui ont fait du support à distance et ça date de 96 je crois. Qui était, situé dans le sud de la France, principalement dans la région de la PACA. En gros, ils ont amené une antenne à Montpellier, dans l'année 2019 là, l'été 2019, ils ont amené une antenne et je tombe un peu par hasard enfin par hasard non, pas par hasard. En vrai, il faut que je revienne un peu au début parce que je suis pas tombé par hasard sur ça. J'avais fait un rendez-vous Pôle emploi obligatoire, pour un truc nul, où c'était les portes ouvertes, des trucs de formation, mais il y avait rien qui me plaisait, bref. J'y vais, je reste une demi-heure et je m'en vais et il se trouve que le Pôle emploi où j'étais, c'est le Pôle emploi de Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier. Il est un peu spécialisé dans tout ce qui est un peu tech. On va dire que quand on cherche du boulot dans la tech, souvent on va là-bas. Tu m'arrêtes si je me trompe. Il y a les bureaux d'Ubisoft juste à côté. Oui, je crois que c'est ça, hein, ils sont pas loin. Ok. Ça se peut que ça joue un peu sur le pôle tech qu'il y a à Castelnau. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont redirigés au trottoir d'en face, hein, il y a moyen. Mais voilà, ils sont un peu spécialisés là-dedans et il y a une personne du Pôle emploi qui me voit partir. Celle qui nous avait accueillis et elle me dit: «Bah, vous partez déjà?» Je lui dis: «Bah, oui, il y a rien qui m'intéresse là-dedans, je suis venu parce qu'on m'a dit de venir et parce que sinon on me sucrait mon chômage, mais j'ai globalement pas le choix». D'accord et elle me demande un peu ce que je cherche et je lui dis: «Bah, je sais pas», elle me demande, enfin, je sais pas, non, je lui dis: «Bah, j'ai ci, j'ai ça, je sais faire ci, je voulais faire ça, machin». Je lui explique un peu rapidement parce que je voulais pas traîner non plus, quel était le sujet et elle me demande du coup, vu de mes compétences informatiques, est-ce que ça me plairait de faire du support? Je lui dis: «Dans les faits, oui» et elle me redirige vers une entreprise qui est sur Pérols. Curieux, je vais voir les avis de cette entreprise, j'ai fait: «Ah, je vais pas y aller, pas du tout». C'est un bon réflexe, mine de rien. Il y en a malheureusement pas mal qui se font avoir, tu sais pas, de l'extérieur. Et en fait, Bah, on va dire que, l'entreprise, c'est un peu le fast-food, du support, quoi. Ils prennent tout et n'importe qui, ce qui est un avantage. Quand tu as besoin d'un travail, c'est super. parce qu'ils ont un turnover monstrueux, parce que personne reste. En général, c'est ça. C'est ça. Ils ont un gros turnover. Ils ont un partenariat avec, du coup, le Pôle emploi. En gros, l'idée, c'est que, le Pôle emploi envoie des gens. Du coup, il y a un contrat qui se fait où c'est Pôle emploi qui les paye pendant 4 mois. En gros, ça fait une sorte de stage de 4 mois et au bout de ce stage, tu es embauché. Et du coup, ça fait qu'eux, ils ont de la main-d'œuvre gratuite pendant 4 mois. C'est pas sûr que tu es embauché à la fin, mais en tout cas, ils ont eu quelqu'un, gratuit, qui traînait. Ouais. Donc il y a un peu ce partenariat-là qu'ils ont. Moi, ça me déplaît, j'aimais pas trop ça et au vu des avis, je me suis dit: «Si c'est pour me taper une dépression, je vais garder mon chômage». Mais du coup, je me dis: «Putain, j'avais pas pensé à ça, le support à distance». Du coup, je cherche, je tombe sur cette entreprise, et il se trouve que cette entreprise, je postule, je sais plus quel jour, je crois que c'était un mercredi et vendredi, ils m'appellent, quoi. Ok, donc ça va vite. C'est cool. C'est allé vite. Vendredi, il m'appelle et en fait, j'ai une RH qui me fait, un entretien au téléphone. Alors elle m'a appelé à 9 heures du matin. Moi, je suis au chômage. Mon rythme, il n'existe pas. Je devais sûrement dormir depuis 3 heures, donc compliqué. Donc j'ai fait un entretien d'embauche avec la voix du matin au téléphone, pas prévu, enfin bon, un peu à l'arrache, mais elle me dit: «On vous rappelle». OK. Le lundi, elle me rappelle, elle me dit: «Bah, vous êtes convoqué pour un entretien, dans les locaux, tel jour, machin et tout». OK. J'arrive et là, j'ai participé à une expérience incroyable qui est l'entretien collectif. Je sais pas si tu as déjà fait ça? Ah, j'ai jamais fait, j'en ai entendu parler. Je suis content de jamais avoir besoin, de jamais eu besoin de le faire. Ouais.
C'est vraiment une bizarrerie, du monde du travail que je n'explique pas. Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui n'ont peut-être même jamais entendu parler, donc on arrive dans une salle qui sont globalement les bureaux parce que le bureau, il était très petit. Ça, c'est un open space qui était très petit et on avait une grande table, ronde et tous les candidats se sont assis autour et on avait, l'ARH, la manager et un autre gars, je sais pas ce qu'il faisait là, qui était là pour faire passer l'entretien et en fait on est tous passé l'entretien en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à tour de rôle à ce qu'on se présente, et après c'était les personnes avaient les CV sous les yeux et posaient des questions à tour de rôle. C'est Battle Royale, mais pour choper le contrat, quoi. C'est vraiment ça. Et alors, comble vraiment de l'ironie, il se trouve que je suis le dernier interrogé et que à ce moment-là, je suis celui qui a le moins d'expérience du monde. Bah, en support informatique, du moins. Ouais, en support informatique. Tous avaient une expérience dans une autre boîte. Donc vraiment tous ces gens-là qui ont déjà de l'expérience et moi j'arrive, je fais: «Bonjour, alors je réparais le PC, à l'association de foot». Donc vraiment je me suis senti très mal, absolument illégitime. On m'a posé une question qui était: «Vous faisiez quoi, à votre ancien boulot?» et j'ai juste dit: «Bah voilà, des fois le PC il marchait pas, je le réparais». Et en fait je suis sorti de ce truc en me disant: «Bon, c'est pas grave, tu t'es déplacé pour rien, c'est pas important». Et au final, ben, ils m'ont rappelé, 3 jours après pour me dire: «Vous êtes embauché». Je pense que la principale raison était que j'étais le moins cher. Ah oui, il y a peut-être de ça. Il y a aussi ce truc de, ben, c'était un boulot de support, niveau 1. Bon, bah, le mec qui a mis en place un support à Mayotte, le niveau 1, il allait enfin, C'est pas lui qu'il faut prendre, c'est ça, clairement. c'est ça, il allait pas du tout être intéressé. Mais il y en a d'autres qui venaient de la boîte concurrente à laquelle je n'ai pas voulu aller, qui eux, auraient pu y prétendre. Donc, du coup, t'es pris. Voilà, il me rappelle, je suis pris, OK, super. À ce moment-là, je suis embauché début novembre 2019, je crois. Je vois dans le futur, tu vas te prendre un début de carrière avec du support Covid. Ça va être un enfer. Tu pas au bout de tes surprises, attends. Alors, j'arrive, premier jour, il faut savoir qu'on me donne pas d'heure à laquelle je dois arriver. On me dit juste: «C'est ton premier jour» et j'ai pas d'infos. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me pointe à l'heure, classique, 9h. Il se trouve que, s'il y en a qui connaissent un peu Montpellier, j'habitais du côté ouest de Montpellier. Là où je travaillais, c'est du côté est. Je connais pas, mais j'ai bien compris le truc. Tu t'es tapé les bouchons ou quelque chose dans le genre. Alors, j'étais en tram, c'est 1h30 de tram aller. Ouf. Il y a des changements ou c'est juste tu t'assois et c'est 1h30 dans le tram? Ça dépendait lequel je prenais, mais il y en a en gros, c'est si je marchais 10 minutes, je m'asseyais et c'était tout droit. Si je voulais juste marcher 5 minutes, c'était un tram puis un autre. Bon, globalement, ça changeait pas grand-chose. Très long, très compliqué. Donc déjà ça, c'est un premier truc que je me dis: «Ah quand même, bon, c'est pas rien, mais c'est OK». J'arrive et là, le manager sur place, qui n'était pas vraiment un manager, me dit: «Ah, je savais pas si t'arrivais aujourd'hui ou demain». Tu sens que tu vas être bien accueilli. Ouais, ça démarre bien, ça démarre bien. Qui m'explique un peu, comme dit l'open space était pas très grand de toute façon, donc on a fait vite le tour. J'avais un open space incroyable où j'avais la cuisine dans l'open space. Pour la pause du midi aussi? Pour la pause de midi, les gens mangeaient au même endroit où on travaillait. Ok. Sachant qu'il y avait, les prises de repas étaient décalées suivant les shifts, ça pouvait osciller entre 11h et 14h. Tout le temps quelqu'un qui mange et toi, pendant que tu manges, il y a tout le temps quelqu'un qui est au téléphone. C'est super agréable. Et quand ta pause repas, elle est à 13h et qu'il y en a un qui commence à faire chauffer son repas à 11h, c'est compliqué. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc il m'explique un peu, il m'explique d'autres trucs, il me fait passer un truc de RGPD et il me dit: «La personne qui doit t'accueillir, elle va pas tarder». Mais il finit par: «Je pense». Et je lui dis: «Comment ça tu penses?» Il dit: «Bah j'ai pas de nouvelles d'elle. Elle n'est jamais venue». Jamais venu parce que plus jamais revenu ou juste elle était pas venue ce jour-là? Non, elle est pas venue, elle a eu un empêchement, mais elle a prévenu personne et en fait, en gros, j'ai attendu de 9h jusqu'à 11h à rien faire. J'étais sur mon téléphone du coup. À 11h, il me dit: «Tu pris à manger?» Je fais: «Oui». Je fais: «Bah écoute, tu peux manger». OK. Ok, il t'introduit même pas à qui que ce soit pour que tu sois intégré dans une équipe, que tu fasses connaissance avec du monde. C'est ça, tout le truc était incroyable, c'est vu que c'était une antenne, comment dire? Nouvelle, en fait, dans les bureaux, il y avait 6 personnes et les 6 personnes qui étaient là ne bossaient pas sur le même client que moi et moi, j'étais le seul sur mon client. Le client était nouveau, Ok. c'était un milieu bancaire, gestion de patrimoine exactement. Le client étant nouveau, j'étais tout seul dessus, donc personne, pas un collègue pour me dire, machin. Juste à un moment donné, il m'a dit: «Va voir lui, il est sur plein de clients en même temps, ça va être intéressant». Ah, mais tu vois, à défaut de trouver du monde pour t'introduire sur ce que tu vas faire au quotidien, ne serait-ce que pour pas te laisser manger tout seul, juste faire de la cohésion de groupe en fait.
Bah, il y a un mec qui est venu, qui a mangé en même temps que moi, mais bon, bah, on a un peu papoté, mais rien de plus, quoi. En plus, on était tous des gros nerds, donc globalement, asocial plus 1000, donc Ouais, ouais. c'est: «Salut, tu fais quoi? Ah, ça marche, OK». C'était, pas plus que ça. Bon, bah, je finis de manger, il vient me voir, il me dit: «Bah, je viens de la voir, elle pourra pas venir, donc bah, tu peux rentrer chez toi». Puis toi, t'es là, tu dois te demander, genre, comment je vais être accueilli demain? Est-ce que cette journée, je vais être payé? Enfin, tu vois, c'est plein de Ouais, questions à la ouais, con, non, mais oui, oui, plein de questions bizarres. ça compte pas. C'est lunaire comme situation. Donc je rentre chez moi, il est midi à peu près, 12:00-13:00, et là, elle m'appelle. T'as retapé 1 heure et demie de tram pour rentrer chez toi. Oui, oui, j'ai retapé 1 heure et demie de tram, elle m'appelle et bon, elle s'excuse et elle me dit: «Il faut qu'on te fasse une formation sur le client. Soit tu viens dans nos locaux, dans les Bouches-du-Rhône et tu viens et pendant une semaine, en fait, on t'accueille et on te forme, soit tu vas directement chez le client et le client, il est à Paris». Qui est même pas à Montpellier non plus. Moi, je lui dis: «Bah, je pense que c'est plus cohérent, si je dois me former, d'aller chez le client». Elle me dit: «D'accord, bah, tu as ton train demain». Let's go. À ce moment-là, on est lundi, et donc je partais le mardi. Je partais le mardi après-midi parce que forcément, vu que tu prends les billets de train au dernier moment, bah, c'est compliqué. Donc OK, bah, je dois m'organiser parce que, bah, j'ai 2 chats. Du coup, je dois m'organiser, en vitesse pour que quelqu'un puisse venir, les nourrir pendant que je suis pas là et bah, je pars, le mardi après-midi pour Paris. J'arrive, à mon hôtel à 18:00 et là, on me dit: «Ça fera 525 € monsieur». Ok, parce qu'en plus, ils t'ont même pas pré-réservé le train et Si, si, ils ont tout réservé, c'est juste qu'ils ont fait ils ont fait une erreur, en fait, ils ont fait une pré-réservation, mais à régler sur place Ok. et pas en règlement, en avance. Sauf que Bref, tu te retrouves à devoir avancer les frais avant de te les faire rembourser, quoi. non, bah, moi, j'ai appelé ma responsable, j'ai dit: «Là, il me reste 100 € sur le compte, donc tu vas les avancer». Et du coup, bon, ils se sont débrouillés, mais bon, bref, ça a été un enfer, j'étais là, bon, ça démarre très, très mal. Je fais ma petite semaine, de formation, trop cool. Je rencontre des gens qui sont trop, trop cool en vrai, et puis j'arrive un peu dans un moment un peu charnière parce que donc c'est une banque de gestion de patrimoine qui a fait une scission avec son groupe principal, qui était étranger, bref, ils sont en pleine restructuration les mecs et j'arrive où ils sont en train de faire des migrations de postes dans tous les sens, donc c'était trop intéressant. En vrai, la semaine elle est passée vite parce qu'elle était ultra intéressante. J'avais un hôtel pourri, mais bon, c'était pas grave. Et ben, je reviens, tranquillement, chez moi après une semaine, et là, waouh, la crève! J'ai chopé la crève de fou à Paris, pour je pense fatigue, froid, et Paris globalement. Redonne-nous la date. Non, c'était mi-novembre. Ok, il n'y a pas de Covid encore. Donc je suis pas Ok. patient 0. Non, j'ai vraiment une grosse crève, mais vraiment très grosse parce qu'elle m'a duré 1 mois. Ce qui se passe, c'est que, bah, je suis vraiment malade tout le week-end et le lundi, bah, je me dis: «Beh, il faut que j'aille au boulot», mais là, je me sens pas du tout de taper 1 heure et demie de tram Bah ouais. pour aller travailler, pour mon premier jour en plus. Mais je me vois pas poser un arrêt maintenant. Ouais, tu viens de démarrer, c'est toujours compliqué, hein. C'est ça, c'est impossible. Du coup, bah, tant pis, hein, j'y vais. Ne faites pas ça, vous allez contaminer tout le monde. Mais voilà, j'y suis allé, en connaissance de cause, mais parce que j'avais pas le choix, je me voyais pas dire: «Bon, bah, j'y vais pas». Je me prépare. À ce moment-là, il est 6:30 du matin. Je devais arriver à 9:00 et je partais à peu près à 7:15. À 7:10, je reçois un texto. On m'a dit: «J'ai pas de poste pour toi, tes comptes sont pas prêts, reste chez toi». Et alors du coup, je suis en mode: «Mais d'accord». Alors j'ai pas trop cherché, hein. On m'a dit: «Reste chez toi», je fais «Dormir». Clairement, t'es ok, le timing est bon. L'après-midi, je renvoie un texto, je fais: «Mais du coup, comment ça se passe? Est-ce que je viens demain et tout machin?» Et on m'a dit: «Pour le moment, reste chez toi parce que je peux rien te faire faire». C'est triste, mais c'est assez classique. Très classique. C'est des choses que j'ai vu, entendu, revu, re-entendu. C'est tristement classique. Oui, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était la principale cause, c'était que le client avait été en migration et du coup, ils avaient pas de poste pour moi Ouais, en plus. et ils devaient tout préparer, mais j'étais pas une priorité parce que j'étais juste un prestataire et la priorité, c'était tous les utilisateurs au sein de la banque et les externes, et ça faisait, je crois, à peu près 1 200 postes. Ce qui fait que pendant 1 mois, je suis resté chez moi, malade, mais payé, ce qui aurait pu être pire. T'as quand même un timing assez bon sur le fait de tomber malade à ce moment-là. C'est fou, vraiment. Mais par contre, ouais, j'avais perdu 30 kilos, hein, Ah oui, ouais, ok, t'étais vraiment mal. Ok, Ouais, t'es ouais, j'étais vraiment. vraiment Ok. pas bien parce que j'ai eu un mélange de grippe et de gastro et ça a duré pendant, ouais, tout un mois complet, quoi. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas pu fêter Noël, j'ai pas pu fêter le Nouvel An, quoi. 3 janvier, un texto: «Demain tu viens,
ça fait un mois que tu as pas touché, au contexte, tu vas repartir à Paris. Mais oui, on va te reformer, mais oui. Donc on me renvoie à Paris, début janvier et le vendredi, on m'appelle. En plus, je mangeais avec la rédac de Gamecult et on me dit: «Il faut que tu reviennes la semaine d'après, enfin la semaine prochaine. Est-ce que tu veux rester le week-end ou tu reviens?» Où tu fais l'aller-retour, ouais. Et je leur ai dit: «Bah, moi j'aimerais bien rester, mais j'ai 2 chats et j'ai pris des vêtements que pour, une semaine quoi, donc non». Ça va, Montpellier-Paris, c'est 3 heures et demie. Donc je fais l'aller-retour, je repars une semaine et au bout d'une semaine, en gros, au bout de 2 semaines, pardon, je repars avec mon poste, mon PC configuré, que j'ai configuré moi et j'arrive et j'ai aussi un poste de ma boîte, donc le prestataire, parce que du coup, on avait 2 postes. On avait le poste client, le poste, prestataire et j'arrive et ça y est, je peux commencer à travailler. À ce moment-là, on est mi-janvier. Je fais ça pendant un mois. Au bout d'un mois, salut le Covid. Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'à ce moment-là, on est 3 sur le client. Tu vas bientôt nous le dire, mais est-ce que vous avez pu continuer à faire du télétravail pour ce client? Non, c'est l'avantage, c'est que, fort heureusement pour le client, ils avaient déjà prévu la mise en place de télétravail pour les utilisateurs. Un an auparavant, ils étaient déjà dans cette optique-là et donc du coup, ils ont tout prévu. Il y avait déjà des VPN, il y avait déjà des gens qui bossaient en télétravail. Vu que c'était une entreprise qui était au centre de Paris, il y avait beaucoup de gens qui étaient aux extérieurs et donc du coup, bah, c'est beaucoup plus simple de mettre deux trois personnes en télétravail. Ma boîte, elle, avait pas forcément prévu, mais ça s'est fait. En gros, ils ont mis en place, un VPN, ouais, en 2 jours, ils ont mis en place un VPN, quoi. Moi, j'avais de la chance, par contre, c'était que le PC de du client était un PC portable. Par contre, mon PC de ma boîte, c'était un PC fixe. Ils t'ont fait ramener le PC fixe? En gros, c'était surtout pour le logiciel d'appel qui était important, le PC fixe. Je lui ai dit: «Est-ce que le logiciel d'appel, il peut marcher sur un autre PC?» On m'a dit: «C'est une page web, il suffit juste de se connecter avec ça». En gros, j'avais mis un VPN connecté sur mon PC perso et j'ai tout fait avec mon PC perso. C'est pas un truc que je recommande, mais on va dire que dans la situation actuelle, on m'a dit: «Écoutez, là, vous prenez vos PC, vous rentrez chez vous, on passe tous en full télétravail à cause du Covid». J'ai réagi un peu, voilà, comme je pouvais et j'avais pas envie de m'embarquer une tour et un écran et un clavier souris dans mon appart de 36 m² où déjà j'avais pas beaucoup de place pour mettre mon PC à moi, bref. J'ai fait au plus simple, au plus pratique et c'est juste que j'ai fait une session sur mon PC perso pour avoir, le truc du taf, quoi. Et j'ai été en full, télétravail, de février 2020 à, été 2021 je crois, un truc comme ça. Ok, donc quasiment un an et demi, quoi. Ouais, quasiment 1 an et demi, avec parfois des retours sur site, quand, c'était nécessaire. Mais en vrai, en fait, mon manager, c'était le manager qui était chez le client, donc à Paris. Oui, donc de toute façon, il n'était pas sur place, donc de toute façon, que tu sois dans les bureaux ou chez toi, C'est ça. ça changeait pas grand-chose pour lui, quoi. C'est juste à un moment donné, ils nous ont un peu dit: «Bon, il faudrait retourner sur site, on loue des locaux, il faut des gens». Donc ils nous ont un peu obligés à venir au moins 2 jours par semaine sur site, ce qui est OK. C'est juste que, bah, moi, à ce moment-là, j'habitais à l'autre bout du monde. Ouais, t'as ton heure et demie de tram à faire. Fort heureusement, j'avais déménagé entre-temps. Été 2020, août 2020, je déménage. Je me rapproche du centre-ville de Montpellier et je suis à 10 minutes de tram pardon, du boulot, ce qui est plus acceptable. Carrément mieux, même. Même j'y allais même à vélo, enfin bref, c'était beaucoup plus simple. Donc je fais ça et sauf que, ben, en interne dans la boîte, ça se passe pas bien, parce que, mon manager du côté client, il était très délaissé par l'antenne, principale, dans le sud de la France. Au niveau du personnel, on avait un turnover catastrophique. Les gens qui restaient, ils suivaient pas, mais on n'arrivait pas à les former parce qu'on n'avait pas le temps. Plein de problèmes en interne, des outils qui fonctionnent pas, bref. C'est globalement, ce que je vous raconte, c'est tout ce qui se passe dans les supports informatiques, la plupart du temps. T'es souvent un peu la dernière roue du carrosse quand t'es le support informatique. Si t'es le support informatique et que c'est infogéré, on dit, donc c'est une boîte qui fait la prestation de support et que c'est pas en interne dans ta boîte, c'est effectivement le client qui paye pour la prestation n'a pas forcément beaucoup de considération pour ce qui se passe derrière. Lui, il paye pour une prestation, il veut du support et du coup très vite la chaîne redescend un peu comme ça et les conditions sont vraiment pas optimales. Ouais, il y avait beaucoup de fois où on était prévenus. En gros, on apprenait des choses qui étaient faites du côté du client, mais on les apprenait par les gens qu'on avait au téléphone. On passait pour des guignols du coup. Il y avait des choses qui étaient toujours gérées en décalé. Enfin, c'était infernal globalement et la prestation de service au niveau du support informatique, comme tu le dis, c'est une usine à gaz et derrière, il y avait pas beaucoup de soutien de la part de la direction
ils nous enlevaient, parfois ils nous enlevaient du personnel, en disant: «Bah, lui on a besoin de lui sur un autre client». Et j'ai dit: «Bah oui, nous on a besoin de lui sur notre client». C'est ça. Et enfin, bref, ça a été infernal et en gros, en 2022, enfin fin 2021-2022, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un burn-out en 2021. J'ai fait un arrêt d'un mois, parce que c'était plus possible, j'arrivais plus, en fait, j'en arrivais à un stade où la sonnerie du téléphone, je l'entendais à n'importe quel moment de la journée et même la nuit. Ouais. Est-ce que tu étais mesuré sur le nombre d'appels et la durée moyenne d'un appel? Tout à fait. C'est des choses que les gens connaissent pas forcément, mais dans les call centers, les centres d'appel, c'est des choses assez classiques de faire des mesures comme ça, de prendre la moyenne qui est censée durer un appel et de voir qui arrive à respecter cette moyenne, qui est en dessous, qui est au-dessus, le nombre d'appels par jour, etc. etc. Et ça va plus loin, c'est que quand tu fais signer, un contrat à un client, tu lui apportes aussi une satisfaction et un pourcentage d'appels récupérés et un pourcentage de tickets résolus. Ouais, Et donc on était noté sur les appels qu'on prenait, les appels qui avaient réussi, donc le pourcentage d'appels. C'est en gros, on devait fournir plus de 90 d'appels. En dessous, ça devenait un problème. On payait en fait, le client, enfin, pardon, ma boîte payait des amendes si on était en dessous de 90 en gros. ouais. Il y avait aussi donc le nombre de tickets résolus, et toutes ces petites choses-là. Globalement, c'était un découlement de stats et quand j'étais sur site, c'était horrible parce qu'on avait vraiment une grosse télé avec toutes les stats et tu voyais des trucs qui clignotaient partout. Quand, tu Ouais, passais trop de temps en appel, ça clignotait en rouge, enfin c'est bien. Ça t'a rappelé les timers du McDo. ouais, c'était un peu ça, ça m'a donné des effets aussi quand tu regardes des vidéos d'archives de Wall Street dans les années 2000, la même ambiance un petit peu avec moins de gens en costard qui crient et jettent des papiers, mais Puis pas les mêmes sommes d'argent en jeu. pas les mêmes sommes d'argent, ouais. Mais ouais, non, c'était un peu angoissant, clairement comme truc. C'est pour ça que chez moi, je me sentais quand même bien mieux, en tout cas. C'était le moment où il a fallu qu'on revienne un peu sur site, où ça a été un peu compliqué et donc ouais, je fais un burn-out, je vois une psy du travail, et elle me dit clairement, «Bah, c'est pas la boîte de votre daron, donc juste, si ça marche pas, bah, c'est pas grave» et que globalement, légalement, on peut pas vous virer parce que vous faites pas un excellent travail. C'est cool que tu l'aies entendu de la part d'une psy du travail parce que c'est quelque chose qui est pas facile à entendre, qui est pas facile à accepter, mais qu'il faudrait apprendre à tout le monde en fait. Ouais. C'est dur de te dire, je suis dans une situation où je vais faire le minimum pour moi, prendre soin de moi et continuer à être payé, puisque je suis dans une situation où je suis protégé par le droit du travail, mais en fait, à un moment, il faut aussi savoir se protéger. Et je fais un peu de prévision du futur. Je finis tout le temps mes épisodes justement par un peu de prévention sur la santé mentale et le rapport au travail. Et en fait, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par comprendre que même si ça paraît malhonnête, c'est plus important de savoir prendre soin de soi que de se tuer pour une entreprise privée ou même une entreprise, même pour une administration publique d'ailleurs en fait, pour un Mmh. travail. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que si toi t'es pas capable d'être dans une situation où tu vas continuer à être en forme et à prendre soin de toi, ça ne peut pas marcher. Et je vais même rajouter quelque chose, c'est que, en fait, si vous voyez que vous êtes obligé de redoubler d'efforts pour que le château de cartes tienne, c'est qu'il y a un problème et tant que vous gardez le rythme, le problème ne sera jamais, mis en évidence et le fait de parfois se retenir et se dire: «Bah, si ça marche pas, bah, ça marche pas», bah, c'est pas grave parce que ça peut pas vous retomber dessus. Vous avez fait votre travail et derrière, ça permet de montrer à la direction que là, il y a un manquement. Ils vont évidemment, être en introspection de: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu un manquement? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait?» Mais s'il manque du personnel, c'est des choses qui vont arriver tout de suite en évidence. Si chacun fait le strict minimum qu'il doit faire, à un moment, ça va se voir, il manque du personnel. Donc, tu vois de cette psy du travail Oui, qui te rappelle un peu à l'ordre sur le fait de prendre soin de toi. oui. Qu'est-ce que tu fais de ça après? J'appelle, mon manager parce que c'était en gros, ce rendez-vous, il survenait la veille de ma reprise après mon arrêt et donc j'appelle mon manager parce que je m'entendais très bien avec lui et je lui explique. Je lui dis en gros ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, machin, machin. Il était très d'accord avec moi, il m'a dit: «Bah, moi je veux pas que tu» il m'a dit: «Je veux pas que tu clames en fait». Il me disait qu'il me faisait énormément confiance parce que j'étais la personne un peu historique du client, au niveau de la boîte et que j'étais celui qui connaissait le plus de choses et que en fait, me perdre, ce serait une perte de connaissances infinie et une perte de qualité encore plus. Donc il m'a dit: «Moi je veux pas que tu fasses plus que d'autres, je veux juste que tu prennes soin de toi et que surtout tu sois,
le plus disponible possible, sans pour autant, briser tes limites. Et on a eu une espèce de petite entente là-dessus et on va dire que j'ai repris le travail un peu avec cette légèreté. C'est quand même cool qu'il ait su t'écouter et qu'il ait justement lui aussi fait un effort et dit ok, tu sais quoi, on va mettre des choses en place pour que ça se passe correctement pour tout le monde parce que j'imagine, Mmh. je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine que le discours doit pas forcément être aussi facilement reçu Ouais, par tout le monde. bien sûr, ouais. Et donc, on met ça en place et là, je te dis, on est en août, je crois et là, novembre, 2021 du coup, mon manager qui dit: «Bon, bah, je m'en vais». Il pose sa dème et il a trouvé un autre boulot, autre part avec un ancien client qu'il avait en Finlande, mieux payé, Ok. plus stable, toutes ces petites choses-là. Je lui dis: «Bah, en vrai, tu as raison» et en fait, là, c'est vraiment le moment où je me dis: «Non, mais il faut que je me barre» parce que, même là, le manager qui me permettait un petit peu de tenir, qui est au courant de ça et dont j'aimais le discours, il part, en fait. Donc, T'as plus de bouclier au-dessus de toi, quoi. ouais, c'est ça, je me sentais plus du tout en sécurité. Et donc je finis par, bah, chercher autre part, postuler. Ma compagne de l'époque, avait pas mal participé à justement, chercher, en même temps, envoyer des offres d'emploi, qui pourraient m'intéresser. Elle connaît un petit peu mes compétences donc c'est OK. Et bah, soudain, une boîte me rappelle, qui est donc la boîte dans laquelle je suis actuellement et me dit, «Bah, voilà, tes compétences nous intéressent, on veut bien faire un petit entretien». Ce qui était intéressant, c'est que c'était une boîte qui ne faisait pas de la prestation externe, c'était du support interne. Juste pour situer, c'est quelle taille d'entreprise à peu près? Petite, à ce moment-là, on était une quarantaine, hein, dans la boîte. Ok, ok. Une quarantaine dans la boîte, mais beaucoup d'utilisateurs. En gros, c'est une boîte, c'est un centre serveur pour les commissaires de justice. Ok, donc en plus c'est lié à des contrats publics et des. On est une boîte privée liée, au ministère de la justice, en gros. Non mais ça, ils ont gagné un appel d'offres, ils travaillent avec le public, donc en fait eux se font payer littéralement par de l'argent public, mais ça vient avec souvent beaucoup d'obligations légales vachement différentes de quand tu es sur des contrats privés. Alors attention, du coup, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À la base, c'était une association qui a été montée par le métier et l'association s'est petit à petit transformée dans, une boîte en lien avec, la Chambre nationale des commissaires de justice Ok. et en fait, elle est pas rémunérée par l'État. L'État ne donne aucun argent à ma boîte. Elle est entièrement rémunérée par les, frais de transmission numérique, parce que chaque chose qui passe par notre serveur est soumise à facturation. Ok, c'est l'utilisation du service qui est payée, c'est pas la prestation. C'est ça. Ok. En fait, globalement, on numérise toutes les procédures des commissaires de justice. Avant, c'était des courriers, papier, c'était du déplacement, parfois en voiture sur plusieurs trajets. Là, maintenant, c'est un bouton, ça passe par le net. Ok. Moi, dans l'idée, je suis en mode, bah, c'est un peu écologique. C'était mieux payé. Je ga ça va être horrible comme je vais le dire. Par rapport à mon ancienne boîte, je gagnais 600 € net de plus. Ah oui, donc soit t'as été très très bien augmenté, soit t'étais vraiment pas bien payé dans l'autre. Soit un mix des deux. En vrai, les 2. En vrai, les Ouais. 2. Ok. En vrai, les 2. Donc ça, petite entreprise, donc ça aussi ça m'allait bien. On a évidemment évité de me sortir le discours: «On est une entreprise familiale» parce que ça maintenant, je le fuis, comme la peste. Je sais pas si c'est encore autant à la mode de donner ce genre de discours. Je pense que c'est un peu passé de. Je pense que c'est un peu red flag maintenant et Ouais. les RH, on va dire, qui ont mon âge ou peut-être un peu moins, elles savent très bien que dire ça, c'est red flag. Tu vas avoir des vieilles personnes qui enfin, de l'ancienne garde en tout cas, qui vont peut-être probablement le dire, mais ça reste très red flag maintenant dans le milieu du travail de la RH, elle te dit, «On est une entreprise familiale», tu fais: «Ah, bah, peut-être je m'en vais alors». Du coup, sur le papier, la boîte me va, je fais un entretien qui se passe bien, je fais un deuxième entretien qui se passe pas mal, mais il y a eu un petit truc où à un moment donné, en fait, moi je sortais d'une boîte qui m'avait maltraité, donc je leur ai dit, «En vrai, moi la seule chose que je veux, c'est que vous me traitez bien et vous respectez le code du travail». Ils ont pris un peu ça mal. J'étais en mode: «Bah, si vous avez rien à vous reprocher, normalement, vous devrez pas prendre ça mal». Mais ils étaient en mode: «Oui, mais on n'aimerait pas que ça crée des discords, machin, bla». Bon, ils voulaient pas un Gaulois réfractaire chez eux, quoi. C'est quand même impressionnant comme discours parce que tu vois, il n'y aura pas de tension normalement, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, tu vois, ça met un peu la puce à l'oreille et t'en parles un peu avec tes collègues et ils disent: «Ouais, non, mais parce que voilà, ils ont eu quelques soucis par le passé et ils sont un petit peu frileux». Soit. Et là, donc, je suis dans cette boîte depuis avril 2022 avec des hauts et des bas. Ça reste quand même toujours le truc de le support informatique, c'est compliqué. C'est un boulot très ingrat, parce qu'on est en première ligne.
parce que, quand les gens ils veulent se plaindre, bah, ils nous appellent. Ils vont pas nous appeler parce qu'ils sont contents. Puis vu que c'est des appels sur des choses qui ne marchent pas, il y a de toute façon une frustration initiale avant même le début de la conversation. C'est ça et les commissaires de justice sont des gens qui, n'ont absolument aucune formation en informatique. Ils sont pas doués. Même des gens de mon âge, même des plus jeunes, Hmm. ils ne sont pas, ne serait-ce qu'attirés 5 secondes par un outil informatique et eux, quand ils ont fait des études, on leur a dit: «Le métier de commissaire de justice, c'est ça». À aucun moment on leur a dit: «L'ordinateur, ça sera votre outil principal». Ouais. Et ça, c'est à cause de une formation, toujours très compliquée, et pas mis à l'ordre du jour, et donc ouais, non, boulot compliqué. En plus, il y a un milieu juridique, un milieu politique, parce qu'on est en lien avec, indirectement, le ministère de la Justice et donc la chambre nationale, des commissaires de justice, tout ça et il y a des trucs politiques. Mais c'est un métier qui maintenant là, je fais ça depuis techniquement fin 2019 et c'est épuisant. C'est très Ouais. épuisant, pour plein de raisons différentes. Dans ma boîte, on est en interne. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est au plus proche du fonctionnement de l'entreprise. Mais du coup, on a des tâches qui font partie aussi du fonctionnement du serveur, par exemple. On fait des vérifs manuels, on fait, de la maintenance, enfin pas de la maintenance, mais on fait du support sur beaucoup de choses différentes parce qu'il y a aussi des applications, qu'on développe à côté du centre serveur, Ok. des outils en plus. C'est un métier qui, quand je suis arrivé, il y avait 79 applications à connaître Ok. Wow. et qui a pas spécialement baissé. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. En fait, ça demande énormément de connaissances. Ça nous demande aussi quelques connaissances en juridique. On n'est pas habilité à donner des conseils juridiques. Non, mais tu es obligé de comprendre comment ça fonctionne, donc tu es obligé d'un minimum comprendre le contexte de ce qui se passe. Alors, ça fait que déjà mes 4 mois, de RDC ont été très intenses. Vraiment la première semaine, c'était, beaucoup de Doliprane le soir, parce que beaucoup de choses à rentrer dans sa tête, mais très intéressant. On apprend du juridique, c'est toujours intéressant d'apprendre du juridique. Mhm. Le souci, c'est que, c'est quand on voit un peu le plafond de verre, qu'on voit un peu comme nous, on est limité, autant d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue technique, parce qu'on reste qu'un support et que quand il y a des soucis sur une application ou sur, un flux qui a pas marché ou ce genre de truc, on va faire quand même de la recherche, du diagnostic, on va essayer de comprendre ce qui va pas, mais derrière, après, on envoie aux développeurs directement. Est-ce que les développeurs, ils sont dans ta boîte ou est-ce que c'est développé par des sous-traitants et du coup, tu rediriges ça ailleurs? Fort heureusement, on fait tout en interne. C'est une volonté de ma boîte de vouloir tout faire en interne, tout développer en France et cetera et cetera. Ok. Est-ce que du coup, de par ta position, ça t'amène aussi à acquérir d'autres compétences et tu vois, dépasser un peu le fameux truc du je suis technicien niveau 1 et je fais du support niveau 1 et justement d'aller un peu plus loin là-dedans et d'acquérir d'autres connaissances et d'autres compétences au fur et à mesure? Ben, l'avantage qu'il y a, c'est que tu vois, j'ai appris, c'est un truc tout bête, mais quand on sait pas, on sait pas, mais j'ai appris à lire des flux XML, Ok. parce que je mets régulièrement le nez dedans. On comprend comment fonctionne aussi un serveur. Ça arrive souvent enfin souvent, pas tant que ça, mais en gros, j'ai d'un côté les développeurs et j'ai de l'autre côté les admins serveurs. Ouais. Donc, on va les voir suivant le problème qu'on a. Et les développeurs, quand on va les voir, ils sont tous très gentils. J'adore les développeurs. Ils sont vraiment, c'est pas souvent que les développeurs, ils sont tous très gentils. C'est pas dans toutes les boîtes, mais quand ça arrive, ils sont tous très adorables et ils font tout ça avec beaucoup de pédagogie, quand on va les voir et qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'ils aiment bien que justement on vienne essayer de comprendre. Et pareil pour, les admins réseau, bah, eux aussi, bon il y a un contexte très particulier avec eux, et il y a eu plein de problèmes aussi de leur côté, en interne avec la direction. Mais ils sont toujours très contents quand on va les voir et ils sont toujours très contents de nous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, j'acquis des connaissances, mais peut-être pas forcément des compétences. Je vais pas apprendre demain à programmer, je vais pas apprendre demain à administrer un réseau. T'es quand même moins dans le brouillard que si on t'en avait parlé il y a 3 ans, quoi. C'est ça. Je connais un peu plus. Ok. Je vois un petit peu plus dans sa globalité. Ce qui est, comme dit, toujours intéressant. Moi, c'est un truc que je dis régulièrement à ma manager, c'est que moi, ce qui me fait tenir, c'est apprendre des choses. Quand on est dans des moments, où en fait, il y a rien et que même les nouvelles choses sorties par l'entreprise, c'est, bah, quand on vous appelle, vous faites un ticket, vous escaladez, bon, Appliquer bêtement sans réfléchir, c'est ouais, pas. je déteste un peu ça. Ok. Ok, du coup, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, tu es encore à ce poste. Ouais, et puis mine de rien, je suis bien payé pour ce que je fais. Ok. Ça vraiment, quand je compare, aux autres personnes que je connais qui sont dans le support et qui sont dans d'autres boîtes, j'ai Ouais, pas ok. trop à me plaindre, vraiment. J'ai vraiment pas à me plaindre. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Cet épisode dure déjà 1 heure et demie. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'épisode pour avoir la fin du témoignage de Xavier. À bientôt!
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!